participé à cette série de conférences d'associations Midi-Pyrénées et j'espère qu'on pourra avoir un échange animé. Voilà. Donc, ce que j'ai prévu de discuter avec vous, ce sont des aspects qui concernent un sujet sur lequel je me suis penchée depuis un certain nombre d'années, qui, de façon très générique, peut s'appeler épigénétique. Je vais revenir sur la définition de ce terme, parce que c'est vrai que c'est un terme que vous avez sans doute beaucoup entendu. Essayer aussi d'expliquer de quelle façon on peut utiliser les approches sous cet angle-là dans la compréhension de mécanismes de maladies comme le cancer, où il y a des aspects importants de réorganisation à la fois du génome et de ce paysage épigénétique pour comprendre le destin cellulaire des cellules qui s'engagent dans un chemin qui est plus tout à fait long. Et également comment les informations qu'on a pu collecter aujourd'hui permettent de comprendre un petit peu mieux l'apparition des cancers, parce qu'il y a différents types de cancers et on pourra en discuter. Alors tout d'abord, ça m'amuse parce que la remarque venait de m'être faite tout à l'heure par Martine qui faisait allusion au fait que l'expression que les gens utilisent maintenant, c'est dans mon ADN et qu'il n'y a pas que l'ADN qui compte. Et donc, cette page un peu fracassante du Time Magazine qui dit que pourquoi l'ADN n'est pas toute votre destinée, était un peu un préambule permettant d'amener à réfléchir sur les autres éléments à prendre en compte, puisque effectivement, en ce qui a à considérer l'information génétique, qui est très important, mais après, il y a tous les éléments qui vont intervenir sur cette information et la moduler. Et la lecture de notre génome, ce sont les cellules qui s'en chargent. Et comment ces cellules arrivent chacune à lire différemment ce génome, c'est également un point important. Alors quand je mettais le Time Magazine, vous voyez qu'il y en a bien d'autres sur des journaux qui interpellent le public. Et puis alors là, je vais vous montrer quelque chose qui m'amuse un peu parce que c'est des étudiants qui m'a fait remarquer en regardant le nombre de publications par an dans lesquelles on voyait apparaître le terme épigénétique. Et puis il m'a dit, tu vois, tu as fait ta thèse là, et puis ensuite, tu as monté ton équipe ici, et c'est parti. Donc je trouvais que c'était effectivement amusant de se rendre compte que quelque chose qui n'était absolument pas dans les esprits de façon aussi présente qu'aujourd'hui, maintenant partagée avec le public, devient du domaine de la connaissance plus générale. Et du coup, je pense que c'est vraiment important qu'on essaye de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces termes. Alors pour ça, ce que je vous proposais de faire, c'est de commencer par un peu d'histoire, rappeler l'origine du terme épigénétique. Ensuite, vous donner des pistes sur les mécanismes en jeu concernant l'organisation du génome. Et après, illustrer quelques implications médicales pour le cancer avec les pistes actuelles. Et puis, on pourra terminer et ouvrir la discussion. Alors, concernant l'histoire, il faut remonter à l'Antiquité. L'épigénèse avant la génétique. Et qu'est-ce que c'est que l'épigénèse? Donc, c'est Aristote qui, devant la réflexion qui était un grand débat sur comment l'embryon se formait, il y avait l'idée de la préformation, qui a duré d'ailleurs très longtemps, où on s'imaginait que dans un embryon, on avait un homunculus tout petit qui ne faisait que grandir et que toute la complexité était là dès le début. Et donc l'idée d'Aristote, c'était qu'en fait, la complexité émerge à partir de l'informe de façon progressive. Et donc ça, c'est la théorie de l'épigénèse. Alors ensuite, donc c'était une théorie pour expliquer les grands principes du développement. Ensuite, on a quand même un moment clé dans la génétique, qui est le travail de Gregor Mendel. Vous avez tous connu les petits pois rinés et les petits pois lisses, avec des règles d'héritabilité. Mais il faut quand même aussi avoir à l'esprit que pour établir sa règle, il avait quand même essayé de mettre de côté un certain nombre de petits pois qui ne rentraient pas dans les clous. Donc, ça n'était pas aussi simple que
la règle de Ledy. Et la naissance du terme épigénétique, c'est dû à une idée de Conrad Wellington, qui a essayé de combiner deux termes, le terme épigénèse, dont je viens de vous donner la définition, et le terme génétique, et il les a mis les deux ensemble, parce que de son point de vue, il était important de comprendre comment il pouvait y avoir des dialogues entre l'information génétique et l'environnement pour l'élaboration du devenir d'une cellule. Et vous voyez sur le plan illustratif, il aimait beaucoup dessiner, et les paysages de Wellington ont été des pièces qui ont stimulé l'imagination des gens, avec, comme vous pouvez voir sur la partie haute, des boules qui suivent des chemins dans ces paysages, et en fonction de la profondeur des vallées, vont se trouver engagés dans un destin cellulaire particulier. Donc pour lui, il y avait un aspect de l'environnement qui pouvait être manipulé, et je vais vous montrer tout à l'heure une autre illustration de ce paysage épigénétique. Donc après ce moment-là, on a un petit peu oublié les réflexions de Conrad Wellington, et il y a eu un temps très fort avec la découverte de l'ADN, déchiffrage du génome, une excitation majeure avec Rosalind Franklin, James Watson et Francis Crick, qui, devant cet objet absolument fascinant, un modèle, permettait d'imaginer comment on pouvait dupliquer une information avec le système de la fermeture éclair que vous avez tous dû voir dans vos cours. Donc, pour ce qui concernait la génétique, on avait trouvé la contrepartie moléculaire, le génome, avec l'ADN, support de cette information génétique. Donc ça a conduit à essayer de comprendre et d'obtenir toutes les informations possibles du génome, donc les grandes actions de séquençage qui ont commencé dans les années 80, avec l'idée d'entrer dans cette ère génomique et d'avoir en main le livre de la vie qui pourrait tout expliquer. Néanmoins, je voudrais juste rappeler des expériences qui avaient été réalisées par Sir John Gurdon en 1962 et revues sous un autre angle par Shinya Yamanaka, qui concernent la capacité de reprogrammer le destin cellulaire. Donc, ce qui voulait dire que, en fait, en partant d'une cellule somatique, ce qu'avait fait Sir John Gurdon, il a pu, c'était sur des manipulations sur des grenouilles dans son cas, dans le cas de Shinya Yamanaka, c'était en utilisant un cocktail de facteurs de transcription qu'il était en mesure de reprogrammer une cellule vers une cellule souche, ici pluripotente, et dans le cas de Sir John Gurdon, de redonner un organisme. Donc, ce que ça révèle, c'est que si on a la capacité, en prenant une cellule déjà différenciée, de la reprogrammer, c'est qu'elle a le même ADN, mais néanmoins, elle est capable de donner des destins très différents. Donc, l'ADN, c'est un alphabet qui permet d'écrire, mais ce sont nos cellules qui lisent le texte à leur manière. Donc, c'est un peu cette idée qui est reprise ici avec les cellules souches qui peuvent donner différents types de cellules. Elles ont toutes, a priori, un ADN comparable et elles vont être lues différemment pour donner des cellules germinales, des cellules de peau, des neurones, des muscles. Et dans ce contexte, il y a des mécanismes de régulation qui font intervenir des facteurs de transcription et également des éléments d'ordre épigénétique qui permettent de considérer un petit peu le génome comme une pâte à modeler façonnée. Donc, c'est un même texte, différentes interprétations, génome et épigénome. Et donc là, vous avez un petit morceau de texte lu par la princesse qui regarde sa grenouille. Et quand on a cette lecture de la princesse face à sa grenouille, on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément les mêmes choses en gras si c'est la lecture de la princesse, puisqu'elle a son point de vue, sa lecture à elle, et des choses qui seront en gras si c'est la grenouille,
ça sera un autre aspect. Donc, c'est une façon un peu imagée de montrer comment on peut surligner différemment des éléments importants dans un texte. Et donc là, je voulais vous montrer une autre façon de regarder ces paysages épigénétiques. Ici, c'est en fait une animation qui a été réalisée dans le cadre d'un projet Arts et Sciences avec un artiste résident qui a voulu montrer, donc vous avez un peu les mêmes vallées que vous avez vues tout à l'heure, mais ici, vu par en dessous, où on voit ces espèces de petits plots qui peuvent permettre de tirer, donc qui permettent de jouer sur l'environnement et changer la manière dont les creux et les bosses peuvent se faire, et du coup orienter les boules dans leur chemin. Ah ben voilà, ben vous les voyez, je pensais que j'avais raté mon animation, mais si vous voyez donc tout à fait cette idée où on peut, dans cette animation, voir les boules qui vont du coup bouger et passer d'une vallée à une autre. Alors, une question qui se pose évidemment avec ce que je vous ai dit, c'est l'identité cellulaire qu'on peut acquérir quand on rentre dans un lignage donné. Comment est-ce que cette identité peut être maintenue? Alors, un élément important, c'est qu'est-ce qui se passe lors de la division cellulaire? Comment est-ce qu'une cellule donnée va redonner 2 fois la même en dupliquant l'identité parentale dans le cadre d'un lignage donné? Ou bien comment elle va pouvoir permettre de changer d'identité, soit en le changeant de manière directe sur les 2 cellules qu'elle donne, ou bien en étant capable de garder son identité à elle et faire une division asymétrique, ce qu'on peut observer dans certains cas. Donc là, on va avoir des situations de différenciation. Et puis aussi, qu'est-ce qui se passe lorsque il peut y avoir des situations aberrantes, lorsqu'on est exposé notamment à des dommages et il peut y avoir des changements non souhaités dans ce cas. Alors, comprendre ces aspects-là, on a bien sûr qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ADN, mais aussi qu'est-ce qui se passe au niveau de l'environnement et la manière dont cet ADN est organisé. Alors, comment est-ce que l'ADN est organisé dans les cellules? Si j'arrive à faire marcher, voilà. Voilà donc la molécule d'ADN dans une cellule classique. Donc cet ADN s'enroule en fait environ 2 fois autour d'un cœur protéique qui est constitué de petites protéines très basiques qui sont les histones que vous voyez là et forme ce qu'on appelle le nucléosome, l'unité de base de la chromatine qui est répétée de manière régulière. Et donc, cette unité de base, en fait, elle est issue des formes variables qui donnent une grande versatilité à cette brique fondamentale dans cette organisation. Et donc, vous voyez ici les niveaux d'architecture d'ordre supérieur avec la compaction qui va permettre de donner les niveaux qu'on peut trouver jusqu'à la situation ultime qui est celle observée en mitose lorsque les chromosomes doivent être séparés. Et vous allez voir que lorsqu'on arrive à la mitose, des éléments clés, qui sont les régions correspondant au centromère, sont particulièrement importants pour pouvoir ségréger les 2 chromosomes dans les cellules. Et en fait, vous voyez en dessous une vraie image là, de chromosomes en train d'être ségrégés entre 2 cellules filles après la division cellulaire. Donc, comment cette chorégraphie d'événements peut avoir lieu et en s'appuyant sur cette organisation est un sujet qui nous a beaucoup intéressés. Donc là, je ne vais pas passer à la suite. Bon, plus schématiquement, vous voyez donc on a une unité de base que je vous ai décrite de façon simple avec ces composants qui sont des protéines histones qui existent sous la forme de variants et qui peuvent être aussi modifiés avec toute une série de modifications qui sont acétylation, méthylation, phosphorylation et j'en passe. L'ADN, lui aussi, peut être modifié par méthylation, hydroxylation. Ensuite, on a ces repliements dont je parlais, en fait, dont la nature est encore un grand sujet de débat. Mais un point important, c'est aussi qu'on a des facteurs qui sont capables d'interagir avec la chromatine et capables de reconnaître, dans certains cas, des modifications particulières sur ces histones.
Donc on va ensuite atteindre des niveaux d'architecture supérieurs, la localisation dans le noyau avec des positions particulières, une géographie dans ce noyau qui est importante également pour le fonctionnement du génome. Donc on voit tous ces différents niveaux de régulation, méthylation de l'ADN, je l'ai dit, choix des variants, choix des modifications. Il y a également des ARN non codants, vous voyez les petits dessins en rouge, qui peuvent être importants aussi dans la régulation de fonction du génome, impliqués notamment dans l'inactivation du chromosome X chez les femelles, chez les mammifères. Je l'ai dit, la position dans le noyau. Les éléments transposables qui peuvent bouger également au niveau de l'ADN, mais qui sont accompagnés et qui accompagnent aussi des changements dans le fonctionnement de l'enchromatique, les facteurs de transcription et bien d'autres éléments. En fait. Alors là, je voulais vous montrer comment on peut essayer de cartographier l'épigénome à différents niveaux, donc pour essayer d'avoir une image de ces paysages de la chromatine. Alors, il y a l'approche en une dimension, 2, 3, voire plus, si on arrive à introduire la visualisation qu'on peut faire dans le temps. Et là, vous voyez comment, en utilisant des approches, on essaye d'isoler, de précipiter les régions qui comprennent des modifications particulières. Vous pouvez déterminer comment, le long du génome, vous allez définir une façon de décorer et de marquer cette organisation. Ça, c'est la version un peu linéaire. Maintenant, les nouvelles technologies permettent de regarder dans l'espace comment les régions se retrouvent et se rencontrent. C'est ce qu'on appelle ces techniques de Hi-C qui sont représentées dans le coin à droite. Donc, toutes ces technologies sont maintenant très développées pour essayer de comprendre la dynamique de cette organisation dans les différents types cellulaires et en réponse à des changements dans l'environnement et même, par exemple, aux dommages dans l'ADN. Alors maintenant, je voudrais passer à l'aspect cancer. C'est un schéma qui a été revu par Bob Weinberg pour replacer les différents marqueurs importants typiques du cancer. Et donc, on voit au milieu la région atteinte avec son micro-environnement. Mais ce que je voudrais mettre un petit peu en exergue, c'est qu'il y a un aspect extrêmement important qui est observé de façon très, très fréquente dans les cancers, c'est ces problèmes d'instabilité de génome et de mutation. Et ces éléments-là sont à considérer vis-à-vis de l'impact qu'ils peuvent engendrer sur tous les autres paramètres qui sont listés, comme la résistance à la mort cellulaire, les aspects de capacité de maintenance de prolifération, d'échapper à la destruction immune, de promouvoir l'inflammation. Et je voudrais replacer le génome, son instabilité, ses mutations, sous la forme plus de son organisation en chromatine. Donc, on revient sur ce schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, une des grandes questions qu'on essaye de poser, c'est comment cette organisation est modulée dans le temps et dans l'espace, pendant le cycle cellulaire, pendant le développement, dans différents environnements. Comment elle change de façon rapide, c'est ce qu'on peut appeler la signalisation, et comment on peut avoir une mémoire plus long terme, propagation simplement mitotique, ou même, ça on venait d'échanger tout à l'heure, ce qui peut se produire dans les plantes, avoir certains éléments qui peuvent être transmis de manière transgénérationnelle. Et avec ces approches, on peut essayer de comprendre comment chaque cellule peut avoir une trajectoire particulière. Et je voulais juste mentionner ce programme qui s'appelle, c'est une initiative qui s'appelle Lifetime, où on essaye de comprendre comment chaque cellule peut être suivie et caractérisée à tous les niveaux qu'on peut imaginer en termes de omique aujourd'hui et d'imagerie pour savoir comment elles changent de destinée, leur niveau de plasticité et comment on peut intervenir sur les éléments qui peuvent les perturber. Alors, ce schéma me permet juste d'insister sur ce point qui est qu'il faut considérer les deux volets, le génome et l'épigénome, et que les deux éléments sont vraiment imbriqués. On ne peut pas dire c'est l'un
sur l'autre, mais c'est vraiment un peu en boucle, comme ce qui est représenté ici, parce que ce qui va toucher, ce qui est expliqué ici, des mutations peuvent toucher des régulateurs épigénétiques, du coup changer l'épigénome, qui lui-même peut à ce moment-là entraîner des effets qui vont conduire à davantage de mutations, de recombinaisons, et on continue ce cercle qui peut finalement se propager et conduire à une évolution tumorale qui peut être extrêmement agressive. Donc vraiment comprendre comment les deux choses sont liées. Et dans le contexte d'une tumeur, je crois que les aspects qui sont ressortis le plus dans les dernières années, c'était cette importance de la contribution à l'hétérogénéité tumorale, où on peut imaginer une cellule normale qui peut avoir des problèmes génétiques et épigénétiques d'instabilité qui peuvent conduire à cette cellule souche. Mais lorsqu'on arrive à la tumeur, on va avoir un ensemble hétérogène qui va comprendre d'une part des sous-clones parentaux, mais potentiellement des sous-clones qui vont avoir adopté une partie des changements et des autres sous-clones qui vont avoir subi des changements au niveau de la chromatine qui seront au niveau épigénétique. Donc, comprendre comment ces éléments contribuent à cette hétérogénéité tumorale, on voit très bien comment ça peut être important lorsqu'on va décider de cibler spécifiquement avec des drogues un problème. Si on ne cible que le premier problème, ce qui va se passer, c'est qu'on va éliminer le sous-clone parental, mais les autres vont se mettre à dominer. Et donc, on aura des mécanismes de récurrence. Donc, il faut effectivement comprendre comment on peut contrôler ces éléments pour s'en débarrasser. Donc là, c'était une illustration vous permettant de voir comment on peut, de façon un petit peu simple, dans des exemples comme les glioblastomes ou des cancers de côlon, des leucémies, qui gardent plutôt un caractère cellulaire de type souche un peu primitif, où on a une organisation particulière au niveau de la chromatine qui est très caractéristique avec des marquages qu'on appelle bivalents. On a à la fois des marques qui sont répressives et qui sont actives. Et donc, les régulateurs de la transcription qui vont jouer sur ce type de situation permettent de passer à des répressions ou à des activations. Et ce genre de choses devient aberrant dans le cadre d'une tumeur où on voit que on se retrouve avec des effets d'expression, biorépression, des méthylations qui se mettent en place et qui perturbent le paysage. Donc je reviens à ce schéma pour vous parler maintenant un petit peu de ce que sont ces briques élémentaires au niveau du nucléosome avec des variants d'histones. Donc dans mon laboratoire, on s'est particulièrement intéressé à ces composants. En fait, les histones, il en existe 4, c'est H3, H4, H2A, H2B, et il y a des variants principalement pour H3, H2A et H2B. Et donc, cette brique élémentaire, elle est mise en place avec ce que j'appelle les architectes, qui sont les chaperons d'histones. Ce sont des protéines qui escortent les histones pendant toute leur vie cellulaire pour pouvoir les placer au bon endroit. Donc, un point que je voudrais souligner concernant ces fameuses briques élémentaires, les variants d'histones, c'est qu'en fait, si on prend le cas des variants d'histone H3, ils existent sous deux grands types. Les variants réplicatifs, qui sont listés en haut, H3.1, H3.2, qui sont exprimés très fortement en phase S et qui sont très importants pendant la réplication pour fournir tout le matériel lorsqu'on duplique le génome pour le réassembler en formatine. Ensuite, il y a cette autre catégorie qu'on appelle les variants non réplicatifs, dans lesquels il y a deux types de variants, les variants H3.3, qui sont exprimés dans toutes les phases du cycle cellulaire et dans les cellules quiescentes en différenciation terminale, qui ont été associés à un état plutôt actif de la transcription ou aussi à des états dynamiques de réorganisation de la chromatine, comme lors de la fécondation, quand le sperme pénètre
l'ovocyte et que son organisation est complètement remaniée. Enfin, il y a cette forme extrême, le variant centromérique, CELPA. Ah tiens, c'est pour me timer, je ne vais pas assez vite. Excusez-moi, je vais revenir en arrière. Voilà. Et ce variant marque spécifiquement les régions centromériques et il est absolument essentiel pour pouvoir construire le kinétochore qui permet de ségréger les chromosomes de façon correcte lors de la division cellulaire. Donc, je crois que oui, c'est ça. Ce que je voulais souligner, c'est que on a été un peu surpris et ça a mis en lumière l'importance de ces variants en constatant qu'il y avait des mutations particulières qui étaient observées dans ces variants de histone H3 associés à un sous-groupe de gliomes, en particulier des gliomes pédiatriques très agressifs. Et les mutations correspondantes permettaient de reconnaître, enfin, de définir la localisation de la tumeur cérébrale dans un cas versus l'autre, plus particulièrement une association aussi avec le genre et d'autres mutations associées qui sont en fait pas très nombreuses. Donc là, on voit un rôle potentiellement important de ces variants, mais également comment la méthylation de l'ADN combinée à des approches comme celle-ci a permis de mieux classer les tumeurs du système nerveux. Parce que dans le contexte de ces tumeurs-là, le diagnostic histopathologique permet de faire de bons diagnostics, mais il y a quand même des variabilités importantes entre les observateurs. Et donc, les approches à grande échelle de méthylation de l'ADN au niveau des tumeurs du système nerveux central a permis de faire une caractérisation bien plus précise et les résultats montrent qu'on arrive à augmenter de plus de 12% la précision dans le diagnostic sur les études prospectives. Donc, il y a en ce moment, donc, cette approche est utilisée avec des démarches de machine learning sur les tumeurs pour classer tous les types de tumeurs et du coup pouvoir mieux adapter le type de traitement en fonction de la pathologie. Donc ça, c'est une approche des marqueurs. Maintenant, est-ce qu'on peut intervenir aussi au niveau d'autres marqueurs? Donc là, je peux passer quand même assez vite. Il y a ces aspects de méthylation de l'ADN dont j'ai parlé, qui ont été utilisés pour des détections, mais aussi dans un contexte pronostic et même, dans certains cas, pour des prédictions thérapeutiques. Maintenant, un autre aspect, c'est les capacités d'intervenir en utilisant des épidrogues qui vont toucher ces cibles. Et donc là, je vous ai dit tout à l'heure que ces histones pouvaient être modifiées, que l'ADN pouvait être modifié. Et donc, on a donc des enzymes qui sont capables d'imposer ces modifications et toute une série de drogues qui ont été développées qui permettent de cibler les enzymes en question, et donc un grand nombre d'entre elles sont en cours d'étude et dans certains cas ont été utilisées pour certains cancers pour aider dans les traitements. Alors ça, c'est un tout petit peu plus pointu pour vous donner quelques exemples d'inhibiteurs pour lesquels on a des informations en termes d'essais cliniques qui sont quand même assez avancées, notamment sur les myélomes multiples et les manifestations cutanées, où là, il y a de résultats intéressants. Maintenant, ce que ce genre de choses soulève, c'est finalement comment les cellules cancéreuses se débrouillent pour adapter leur fonctionnement pour être particulièrement agressive. Et donc, une idée qui est de plus en plus en cours, c'est d'essayer de cibler donc, des défauts au niveau de la chromatine dans les tumeurs solides
en essayant de s'appuyer sur des principes d'antagonisme et de combinaison synthétique létale ou de dépendance vis-à-vis l'oncogène. Et donc, on s'aperçoit, quand on regarde les tumeurs solides, qu'en fait, on a plus de 25% de toutes les tumeurs solides qui ont des mutations ou des défauts dans des facteurs régulateurs de la chromatine. Donc, c'est particulièrement intéressant. Et les revues sur les approches précliniques et cliniques ont amené à penser que dans le domaine de l'oncologie, il s'agissait d'aller explorer ce potentiel et que en essayant de combiner ces éléments-là avec les autres stratégies, on pourrait peut-être non seulement mieux comprendre les mécanismes, mais aussi avoir de meilleures thérapies. Alors maintenant, je voudrais vous parler d'une autre phase de la question, parce que je vous ai parlé des cellules cancéreuses, mais les cellules cancéreuses, si elles arrivent à se débrouiller, c'est parce qu'on les laisse se débrouiller. Et donc, il y a face à elles le système immunitaire qui peut, normalement, quand ça marche bien, nous en débarrasser. Donc, on peut aussi essayer de regarder s'il y a moyen de stimuler le système immunitaire pour se débarrasser des cellules cancéreuses. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant et que les approches qui sont faites aujourd'hui à l'échelle de cellules individuelles sur les tumeurs dans leur environnement permettent de faire la distinction entre les cellules immunitaires et leur état et les cellules tumorales et sur quel levier on va pouvoir jouer pour aider. Et donc, pour vous illustrer comment, même au niveau du système immunitaire, la partie épigénétique est importante, je voulais juste vous donner une petite idée d'un travail qui a été fait en collaboration avec le laboratoire de Sébastien Migorena, où on a essayé de comprendre qu'est-ce qui contrôlait le devenir des cellules T cytotoxiques. Et donc, ce schéma assez simple permet de comprendre quand on a une infection, les cellules naïves sont activées et elles se mettent à se diviser, à proliférer et ensuite, avec reconnaissance de l'antigène, elles se différencient pour donner des effecteurs cytotoxiques qui vont éliminer les cellules infectées. Donc, comprendre comment ce processus a lieu et quels paramètres au niveau épigénétique peuvent être importants faisait partie des questions qu'on s'est posées. Alors, un élément important à avoir en tête, c'est qu'il y a en fait une partie de cellules qui sont gardées, qui sont les cellules mémoire, qui sont réactivées plus vite lorsqu'on a une deuxième infection. Et donc, on voulait comprendre comment ça marche et en abordant la question en essayant d'analyser en cellules uniques ce qui se passe après des infections, et double, quand on est dans une situation où un facteur particulier qui joue au niveau des modifications des histones, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là il s'agit d'un facteur qui s'appelle SUV39H1, qui met une modification sur l'histone 9, sur la lysine 9, l'histone H3, et si on interfère avec sa fonction, on va avoir une situation dans laquelle on augmente la proportion de cellules qui vont être avec une longue vie et qui vont pouvoir être ensuite potentiellement rechallengées. Et donc, c'est quelque chose qui est en ce moment en train d'être étudié en termes d'implication pour l'immunothérapie dans le cadre du cancer, pour développer des approches avec ce qu'on appelle les cellules chimères, CAR T-cells, qui sont réintroduites. L'idée, c'est d'introduire des effecteurs qui correspondent au bon effecteur qui doit reconnaître votre tumeur, mais au lieu d'en prendre qui soit au niveau terminal, c'est de les traiter de telle sorte qu'on ait une situation où elles ont à la fois l'effecteur et la mémoire et qu'elles se divisent davantage pour être plus longtemps dans le circuit. Alors, ce schéma permet d'expliquer un petit peu comment on passe de l'état souche à l'état différencié ultime dans le cadre des cellules T, avec ces changements au niveau épigénétique qui accompagnent concernant la réplication, la transcription de gènes qui sont les gènes qu'on dit typiques de cellules souches qui vont être réprimés ou pas selon les conditions.
Donc, les technologies aujourd'hui en pleine explosion, c'est de la cellule au tissu à l'organisme. Il s'agit d'identifier chaque cellule et de modéliser son devenir, de comprendre comment elles interagissent avec leurs voisines, l'environnement. Et tout ça, ça nécessite vraiment des approches multidisciplinaires qui sont un peu illustrées ici. Qu'est-ce qu'on veut essayer de comprendre avec des approches de génomique à l'échelle cellule unique? C'est où est la cellule localisée physiquement par rapport à d'autres, avec quelles autres cellules elle va interagir, est-ce que ça évolue? Ensuite, est-ce qu'on peut aussi, avec des approches d'imagerie, essayer de faire un lien entre ce qu'on peut avoir appris à d'autres niveaux, avec des approches qui permettent d'avoir une haute résolution dans l'espace? Et du coup, comment une cellule qui était un temps t dans une condition, qu'est-ce qu'elle fait au temps t plus 1, d'où elle vient, et est-ce qu'elle va répondre ou pas à une thérapie de dos. Donc aujourd'hui, les combinaisons d'approches qui impliquent aussi de la biologie computationnelle, des approches en utilisant des technologies qui permettent aussi d'aller cibler avec les techniques de CRISPR des cibles spécifiques, ces capacités de profiler l'organisation dans l'aspect épigénétique permettent d'avancer dans ce schéma. Donc je voudrais conclure en disant que le développement de nouvelles épidrogues, la découverte de dépendances multiples vis-à-vis d'oncogènes et les antagonismes épigénétiques, relations synthétiques létales ouvrent de nouvelles opportunités pour les tumeurs solides. Ce que je vous avais présenté, c'était principalement pour les tumeurs liquides. Que le ciblage thérapeutique de dysfonctionnement épigénétique au-delà des épidrogues va prendre en compte le rôle de la régulation épigénétique dans les mécanismes cellulaires comme la réparation de l'ADN, l'immunité et les liens avec le métabolisme, qui sont vraiment des pistes en cours d'exploration, et que les liens avec l'inflammation tumorale et le micro-environnement sont évidemment à creuser. Donc, le point peut-être à retenir aussi, c'est que les cibles actionnables via des mécanismes épigénétiques peuvent être les cellules cancéreuses, origine, mais aussi les cellules dans l'environnement. Là, j'ai parlé des cellules immunes, des cellules T, mais il y a d'autres cellules dans le micro-environnement sur lesquelles il y a énormément de travail en ce moment également. Voilà, je crois que je voulais juste terminer pour rappeler dans les approches que le projet du génome humain était quasiment fini, qu'il y a eu il a impliqué beaucoup de collaboration et que ça a été extrêmement important pour avancer avec des réseaux, donc des réseaux européens, que le futur de l'épigénétique, c'est de rentrer dans la complexité des cellules et de mieux comprendre comment on fait ce lien entre génétique, épigénétique et phénotype cellulaire. Les régulations, dont celles qui vont être aberrantes ou perdues dans le contexte du vieillissement, du cancer et un grand nombre d'autres maladies. Et enfin, les approches qui, au niveau médecine, peuvent avoir un impact important en termes d'innovation. Donc, l'initiative dont je parlais implique à peu près 60 institutions, 18 pays, et veulent essayer de mettre ensemble des développements à la fois technologiques, mais aussi de modélisation, de partage de données et d'intervention, si on peut, au niveau médical. Je termine avec un merci à mon équipe, mes collaborateurs à l'Institut Curie et dans le monde entier, et puis tous les soutiens dont on a pu profiter. Et puis comme je suis à l'Institut Curie, je ne résiste pas à reprendre quelques mots de Marie Curie, c'est que la science est d'une grande beauté et moi je n'arrête pas de m'extasier devant ce qu'on arrive à découvrir dans les toutes petites choses. Je trouve que c'est fascinant. Donc je vous laisse sur ces mots de Marie Curie. Ma question va certainement paraître très bizarre, mais
du tout. C'est juste pour faire, pour dire quelque chose. Cette chose, c'est la suivante, c'est que l'ADN est une molécule merveilleuse avec deux brins. Est-ce on a rencontré des ADN qui seraient mal formés, si on dit, qu'au lieu d'avoir deux brins, on aurait trois? Bien sûr, je suppose que les deux brins, c'est lié aux contraintes biochimiques qui existent entre eux, mais après tout, peut-être, il pourrait y avoir comment dire, Des triple hélices. une monstruosité. Ouais, non, mais c'est pas du tout une aberration parce qu'il y a effectivement dans certains endroits les possibilités d'imaginer qu'on va avoir des structures qui sont pas toujours cette belle double hélice parfaite, puisque notamment pendant le moment de la réplication où on ouvre, on va avoir un autre segment qui va être synthétisé. Et donc là, vous allez avoir des brins naissants sur un côté, sur l'autre. Donc vous allez avoir des architectures bien plus complexes que uniquement la double hélice. Donc je ne voudrais pas vous laisser avec l'idée qu'il n'y a que la double hélice tout le temps, parce que c'est extrêmement dynamique aussi en fonction de tous les événements que l'ADN subit. Donc je parlais de la réplication, mais évidemment la réparation, c'est aussi un autre moment pendant lequel de nombreux réarrangements peuvent se produire, et ça dépend des dommages, ça dépend des types de réparation, avec la recombinaison qui, elle, adopte différentes méthodes aussi, avec des reconnaissances de brins dans certains cas. Donc vous imaginez que là aussi, il y a toute une chorégraphie importante. Alors, en même temps, évidemment, je garde en tête le fait qu'il y a une stabilité étonnante depuis les débuts de la vie jusqu'à présent avec la structure de l'ADN. Mais il y a d'autres molécules très bizarres, me semble-t-il, qui ont trois brins. Par exemple, les fibres de collagène c'est une tresse comme l'ADN, mais à trois brins. Et là aussi, c'est extrêmement stable. Et alors, je me demande si il y aurait une possibilité de copier, mais à titre de curiosité plutôt, de copier la structure à trois brins du collagène fibreux pour en faire un ADN monstrueux, pour ainsi dire, quitte à voir quelles seraient ses propriétés. Pour dupliquer des informations. Alors, le fait est que ce que vous avez en plus dans l'ADN, c'est la succession des bases. Et donc, c'est là où vous avez un code. Donc, avec le collagène, vous n'aurez pas forcément le code sous-jacent. Les deux, de faire en sorte que oui, mais il faut que vous puissiez introduire des paramètres qui vous permettent. Mais votre question n'est pas du tout absurde, parce que j'avais lu ça doit être dans Science, il n'y a pas très longtemps, où ils avaient essayé de reproduire en biologie synthétique des molécules qui pourraient se dupliquer et qui étaient très, très différentes de l'ADN, mais qui sont rien du tout de ce qu'on connaît. C'est complètement synthétique. Alors, on peut l'imaginer, peut-être sur une autre planète, il y a de la vie qui exploite ce genre de possibilités. Merci. Oui. Oui, dans l'épigénétique, donc, on voit par exemple l'inflammation, côté inflammation cancer, le côté stress oxydant cancer. Est-ce que dans vos études et dans le cadre d'une prévention, par exemple les polluants, voir un peu l'effet des polluants, voir s'ils sont cancérigènes, etc. Est-ce que ça peut aboutir à ce genre est-ce que vos études permettent de tirer au clair ce genre les polluants, par exemple? Alors, les polluants, il peut y avoir beaucoup de choses dans les polluants. Et en tout cas, sous l'angle de l'approche concernant le côté qui peut être mutagène, il y a un certain nombre de composants qui peuvent faire partie de polluants qui peuvent créer des dommages dans l'ADN.
ça oui, on peut se dire que du coup, on pourrait aussi essayer de tester de façon plus affûtée comment il y a combinaison entre ce que ces polluants ou ce que ces différents types d'agents qui pourraient jouer soit au niveau de la diète, soit au niveau de l'organisation de la chromatine, pourquoi pas, soit des deux, parce que quand on a aussi, ça c'est un peu un aspect qui nous avait intéressé au laboratoire, c'est qu'on s'est rendu compte que quand on infligeait des dommages dans l'ADN, ça conduisait aussi à des grands réarrangements au niveau de l'organisation de la chromatine. Donc le fait d'exposer des cellules à des dommages va avoir des conséquences. Donc, c'est pas quelque chose qui est fait aujourd'hui de manière très systématique, mais on pourrait imaginer d'aller regarder d'un peu plus près. C'est vrai. Suivant. J'avais une question concernant les épidromes. Oui. Est-ce qu'il y a des molécules qui sont déjà administrées à l'heure actuelle? Oui. Et quelles sont, avec une certaine efficacité, quels sont les modes d'administration pour traiter les tumeurs? Alors, sur certains lymphomes, des agents qui sont des histones désacétylases vont être utilisés, mais en général, c'est en combinaison avec d'autres traitements. C'est pas tout seul. Il y a aussi des inhibiteurs de méthyltransférase comme les méthyltransférases qui s'appellent le ZH2 qui sont aussi utilisés. Aujourd'hui, c'est plutôt pour ce genre de choses encore dans des essais cliniques. C'est pas dans des approches qui sont développées pour traiter tous les patients. Il y a une drogue qui est particulièrement intéressante qui est utilisée pour le traitement d'un cancer particulier qui s'appelle NOT midline, qui touche la ligne médiane au cerveau, qui en fait est très sensible à des drogues qui sont des drogues qui touchent des protéines à bromodomène qui reconnaissent l'acétylation des histones. Donc, ce n'est pas forcément directement les histones modifiées, mais les protéines qui les reconnaissent. Et là, il y a un effet assez important quand ça marche, mais il y a des effets secondaires qui sont quand même encore un peu lourds. Mais ce n'est pas forcément le cas pour d'autres, hein, parce que dans les inhibiteurs d'histone désacétylase, il y en a qui ont été utilisés pour d'autres choses, hein, notamment dans l'épilepsie. L'acide valproïque a été beaucoup utilisé. C'est pas si méchant en termes d'effets secondaires. On arrive à avoir une sélectivité de la spécificité de la drogue pour la cible? Bah, là, en l'occurrence, dans ce que je disais, c'est qu'on pourrait se dire ça va le faire partout. Mais en fait, les cellules qui vont être les cellules tumorales sont des cellules qui vont proliférer davantage et quelque part, elles vont avoir des propriétés de sensibilité plus exacerbées. Et donc, la combinaison de la drogue avec une autre drogue qui va être ciblée sur un défaut qui peut être un défaut génétique qui aura été identifié, c'est en combinaison comme ça que ça a l'air de donner des résultats qui peuvent être intéressants. Voilà. Et là où c'est en train de se développer aussi, c'est dans le contexte des combinaisons avec de l'immunothérapie. Oui, je voudrais poser une question de base sur le mécanisme épigénétique, notamment, par exemple, quand il y a différenciation cellulaire. Oui. Si j'ai bien compris, il va y avoir une partie de l'ADN qui va être vert, le chromatine, c'est ça? Oui, alors, qui va être, donc, si j'ai bien compris, qui va être le résultat d'un processus d'acétylisation des histones. Donc ça, c'est un mécanisme épigénétique. Donc déjà, est-ce que ça, c'est correct? Et cette information-là, pour que cette cellule devienne spécialisée dans cette fonction, il y a une partie donc, qui est désignée, qui va être acétylisée. D'où vient l'information
Pour est-ce qu'on la comment, connaît? comment est-ce que... Alors, tout à fait. Alors, Voilà, quelle est la séquence? des événements. Alors, en fait, ce que vous décrivez, c'est le schéma, je pense qu'il faut considérer comme un schéma de travail dans lequel il y a un certain nombre d'éléments qui ont pu être documentés, qui sont qu'effectivement, pour certains gènes, lorsqu'ils sont mis en route, et là, ça peut être via des facteurs de transcription qui ont une reconnaissance spécifique d'une séquence en amont dans le promoteur du gène qui vont arriver et qui, eux, vont utiliser comme coactivateurs des enzymes capables d'imposer de la modification sur les histones. Donc ça, on peut dire, c'est le facteur qui va démarrer les choses. Mais après, une fois qu'on a défini un paysage donné, on n'a plus forcément besoin du facteur du début. On a besoin de dupliquer lors de la réplication l'organisation avec les marques. Et là, on peut avoir un autre mécanisme qui prend le relais, qui est de simplement remettre, quand on est dans un lignage donné où on veut refaire toujours au même endroit le même type de protéines à partir du même type de gène, cet endroit qui est maintenu ouvert, on va le maintenir à travers la réplication en remettant correctement les marques dérivées. Donc ça, c'est aussi un sujet extrêmement important de comprendre comment, au moment de la réplication, vous allez arriver sur votre nucléosome avec des marques. Vous allez devoir en faire deux. Donc ce nucléosome-là, il va être déstabilisé et vous allez le balancer sur les nouveaux brins. Donc il y aura une partie que vous allez garder et vous allez mettre du nouveau. Et donc comment est-ce que entre l'ancien et le neuf, vous faites en sorte que vous arrivez à avoir les mêmes marques qui se propagent dans vos lignées. Ça, c'est un vrai sujet d'étude sur lequel beaucoup de gens s'attaquent et il y a des éléments d'information sur la maintenance associée plus sur le côté réprimé que sur le côté en fait activé dans ce mécanisme. Je ne sais pas si ça a été assez clair. Ouais. Et vous m'avez fait plaisir, hein, parce que c'est une partie sur laquelle on travaille dans nos labos. Je reprends un peu votre texte. Vous avez parlé des cibles actionnables, les cellules cancéreuses et les cellules d'immunité. Vous faites référence aux cellules auto-immunes? Non, non, non. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est en fait, on a commencé, et ça remonte à pas mal de temps, il y a eu cette réflexion sur comprendre comment est-ce qu'on peut se servir du système immunitaire qui reconnaît normalement le non-soi, mais qui reconnaît aussi les choses qui vont de travers. Donc normalement, il devrait reconnaître des cellules cancéreuses qui n'ont rien à faire parce qu'elles vous embêtent. Donc ce système immunitaire, normalement, il doit vous en débarrasser. Or, il se trouve qu'il ne le fait pas forcément bien quand les cancers se développent. Donc, les approches qui sont utilisées aujourd'hui, c'est d'utiliser des systèmes qui vont relancer ces cellules immunitaires, si on sait qu'elles sont dans l'environnement et qu'on peut leur donner un coup de boost. En gros, c'est ça. On utilise des anticorps qui les remettent en route. Donc, c'est les anti-PDL1, c'est toute une série d'anticorps qui sont utilisés aujourd'hui, qui permettent de faire qu'elles vont réattaquer les cellules cancéreuses. Donc, ce que je voulais dire, c'est que donc on a le ciblage sur la cellule cancéreuse, quand on sait ce qu'elle a et comment on peut la tuer, mais on peut aussi utiliser le pouvoir de ces cellules qui peuvent être dans l'environnement et dont on peut profiter de la capacité. Et on peut aussi identifier qu'il y en a un peu qui pourraient être très efficaces, mais elles ne sont pas beaucoup. Et donc ça, c'est aussi les approches qui sont réalisées aujourd'hui. Et on va récupérer chez le patient ses propres cellules immunitaires, ces cellules T, et les redévelopper in vitro pour les multiplier et en avoir beaucoup plus et les réinfuser dans le patient pour lui permettre de réagir beaucoup mieux. Et c'est dans ces manipulations-là que de jouer sur la partie épigénétique dont je parlais tout à l'heure peut donner un avantage pour que ces cellules se propagent davantage. Voilà. Je pensais éventuellement au diabète, etc. Ah ben, des personnes qui n'ont pas d'hérédité à ces titres-là et puis contractent un diabète à un âge avancé pour des raisons multiples.
Pas des cellules féminines épigénétiques dessus. Ah, il y a aussi de l'épigénétique derrière tout ça, mais c'est un sujet en soi. Là. Je crois que je ne vais pas pouvoir vous répondre en une minute, mais vous touchez, c'est vrai que ça fait partie des maladies. En fait, également. Ah oui, oui, ça fait partie des sujets sur lesquels l'impact de ce type de recherche est tout à fait important. De la même façon que dans les maladies neurodégénératives, où c'est aussi un aspect très important. Ah, d'accord. Il a posé une question, c'était par rapport aux algorithmes avancés auxquels vous faisiez allusion. Vous parlez des cycles d'hystérésis, notamment. Pas forcément, mais ça pourrait, ça peut être. Moi, je ne suis pas une spécialiste de la partie algorithmique qui est développée, mais c'est vrai que les collaborations entre les mathématiciens, les bioinformaticiens et les biologistes sur leur capacité d'analyser leurs données, qui vont être des données avec un grand nombre d'informations, soit de nature omique, génomique, épigénomique, ou d'imagerie. Et dans l'imagerie, là, ça va être de la reconnaissance de patterns et puis l'utilisation, là, il faut beaucoup de données pour pouvoir entraîner avec des approches de machine learning le système pour ensuite être capable de reconnaître sur un autre jeu des sets différents ou détecter des différences qui n'ont pas été captées précédemment. D'accord, Merci beaucoup. Oui, est-ce que ce ne sont pas les natural killers qui sont les cellules immunitaires principales contre le cancer? Et donc, est-ce que ce n'est pas ces cellules qu'il faut essayer de promouvoir? Et à la limite, il y a des façons naturelles peut-être d'y arriver aussi par la nutrition, etc. Mais vous avez raison, l'approche nutrition est aussi un élément intéressant qu'il ne faut pas du tout négliger, d'autant que le métabolisme des cellules cancéreuses est aussi un peu particulier, donc on peut aussi réfléchir à des approches comme ça. Maintenant, je pense que aujourd'hui, toutes les pistes sont en train d'être explorées, et après, il faut considérer au cas par cas. Donc, il y a des situations, et c'est là où la capacité d'analyser de manière plus fine la nature des tumeurs, de leur environnement et de leurs propriétés métabolomiques en particulier aussi, peuvent être des éléments qui vont permettre de mieux réfléchir à comment choisir la façon de traiter ce type de tumeur. Est-ce que c'est bien les natural killers qui sont en première ligne, en quelque sorte, contre le cancer, ou est-ce qu'il faut le voir plus globalement? Je pense qu'il faut le voir plus globalement, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a même d'autres acteurs, comme les cellules dendritiques et d'autres encore, auxquels il faut aussi songer. Je ne vois pas de bras à lever, alors je vais vous poser une question. La science est une grande beauté. Est-ce que vous pourriez donner une découverte ou quelque chose que vous avez un jour tout à coup expliqué dans ce que vous cherchiez et qui vous a amené un grand plaisir de découvrir combien était organisée la vie et comment ces mécanismes étaient extraordinaires? Mais je pense que pour moi, c'est pas un événement, c'est beaucoup de petits événements. Donc, je vais juste donner, ça va vous paraître ridicule, mais quand j'étais étudiante en thèse, la première fois que j'ai fait une digestion, c'était par la nucléase du microcoque pour regarder les images qu'on voit en échelle de la chromatine, ben, moi, je trouvais ça super beau. Voilà, donc j'étais très fière de moi, j'avais ma belle image en échelle et je me suis dit, ça y est, je sais manipuler ce truc. Et puis après, ben, ça m'a donné envie de comprendre. Voilà. Mais ça paraît bête, hein, mais c'est un tout petit truc. Et j'étais toute seule dans ma chambre noire parce qu'à l'époque, on utilisait les films. Et je regardais mon film et je disais, c'est trop beau. Vous avez parlé des deux faces, c'est-à-dire d'un côté on agresse et de l'autre côté on aide l'agression par le corps lui-même avec les cellules de T. Donc on peut les combiner ensemble effectivement pour avoir plus de résultats. De la même façon qu'après des années et des années, pour le sida, on est arrivé à la trithérapie, c'est-à-dire en attaquant par plusieurs voies, on arrive à mieux travailler. Il y a une troisième voie dont j'ai entendu parler, pour les cancers en particulier, c'est de soumettre à du stress
c'est-à-dire les cellules, en particulier des gènes très très contrôlés, qui créent une autre façon encore de favoriser la résistance des cellules saines, alors que la cellule cancéreuse a des besoins beaucoup plus importants et se trouve plus exposée, en particulier au traitement que vous avez indiqué, si on l'a mise aussi dans cette situation de stress. Est-ce qu'il y a déjà eu des tentatives de combiner ces trois voies, c'est-à-dire simultanément les épidrogues, le renforcement immunitaire et peut-être aussi un stress bien contrôlé de l'ensemble du corps? Alors, je ne saurais pas répondre, mais dans ce que vous avancez, il y a cette idée de se rendre compte que la tumeur devient dépendante d'un certain nombre de facteurs dont les autres cellules ne sont pas dépendants. Et donc, on peut jouer là-dessus. Ça, c'est utilisé pour un certain nombre de situations qu'on appelle les dépendances vis-à-vis d'oncogènes, mais ça peut être d'autres dépendances. Et dans le laboratoire, on s'est rendu compte, en particulier, j'avais mentionné ces protéines au niveau des centromères, qui sont très importantes, dans les cancers les plus agressifs, on s'aperçoit qu'il y a une surexpression de ces protéines et du facteur qui aide à les mettre en place. Et en fait, les cellules cancéreuses deviennent hyper dépendantes du facteur qui aide à mettre ces protéines. Donc, il suffit qu'on essaye d'interférer avec ce facteur-là pour que ça détruise la tumeur, alors que les autres cellules semblent indifférentes. Donc c'est vrai que des idées comme ça sont des idées aussi à explorer, et ça peut être vrai pour d'autres exemples. On vous remercie beaucoup. Et merci à vous aussi.